Pierre-Noël Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Mines ParisTech à l'université Paris-Dauphine et vous venez de publier une nouvelle édition de votre livre « L'inégalité du monde » aux éditions Gallimard. Alors la première édition était sortie en 1996. Dans celle-ci, plus de la moitié du livre a quand même été réactualisé en fonction des débats de ces 20 dernières années. Vous décryptez les mécanismes de creusement de l'inégalité qui est, comme vous le démontrez, devenue la question fondamentale de l'économie au-delà de la richesse en soi. Alors pour cela, vous vous intéressez notamment à 3 périodes du passé, l'ancien régime pré-industriel, le 19e siècle et enfin ce que vous appelez le premier 20e siècle, de 1920 à 1970. On va essayer dans cette interview de tirer quelques leçons de ces 3 séquences, voire de dresser des parallèles avec la situation actuelle. Pour commencer, donc, l'ancien régime pré-industriel, c'est le temps des villes-centres, la domination de Venise, puis Anvers, puis Gênes, Amsterdam et enfin Londres. Quels sont les points communs qu'on peut retrouver avec les oppositions métropole-périphérie que l'on retrouve aujourd'hui ? À bien des égards, le monde actuel est en train de ressembler en effet au monde pré-industriel, admirablement décrit par Fernand Braudel, avec une richesse qui se concentre non pas dans des États-nations, mais dans des entités plus petites, dans des villes, qui dominent toute leur économie monde, avec des villes relais, etc. Et une richesse donc qui se concentre dans ces villes et ruisselle assez peu à l'époque vers le reste de l'économie qui est très largement sédentaire. À l'époque, avant la révolution industrielle, le monde est un monde de territoires égaux. La consommation moyenne par habitant est la même en Inde, en Chine et en Europe. Et la différence de l'Europe avec ces deux empires ou continents, c'est qu'en effet, s'y développe ce réseau de villes qui vont être les lieux ensuite, d'accumulation capitaliste qui va engendrer la révolution industrielle. Mais avec la révolution industrielle, on change d'époque. Donc je reviens en arrière, à cette époque, donc un monde de territoires relativement égaux et au sein de chaque territoire, évidemment, d'immenses différences entre les 80% des gens qui vivent à peu près au niveau de survie et 20% de nobles, d'aristocrates et de grands marchands déjà qui s'accaparent l'essentiel du surplus. Bon. Avec l'Angleterre, qui succède à Amsterdam, dernière ville-centre, on change d'échelle parce que c'est un État-nation qui se hisse au sommet de l'économie mondiale. Et c'est en Angleterre que va commencer à se créer une double révolution industrielle et agricole qui va bouleverser les manières de produire. Au 19e, cette révolution ne va s'étendre qu'un peu en Europe, aux États-Unis et au Japon. Et très rapidement, dans la deuxième moitié du 19e, les puissances industrialisées devenues impérialistes vont interdire le développement de l'industrie ailleurs. Si bien qu'au 19e siècle, le fait majeur, c'est l'immense augmentation des écarts, des inégalités entre pays, entre les pays qui s'industrialisent et les autres, qu'on va appeler au 20e siècle le tiers-monde. Est-ce que le phénomène de rattrapage de l'Angleterre par ces autres pays qui s'industrialisent, on peut dresser un parallèle avec ce qui s'est passé plus récemment dans la globalisation, avec les pays émergents qui ont rattrapé les pays avancés, au prix évidemment d'un sacrifice des classes moyennes dans ces pays avancés? Oui, alors en effet, il y a beaucoup de traits communs entre le rattrapage de l'Allemagne, puis de la France, puis des États-Unis, le rattrapage de l'Angleterre par l'Allemagne, la France et les États-Unis à la fin du 19e siècle, et le rattrapage de la Chine aujourd'hui, précédé par les petits dragons du sud-est asiatique, la Corée, Taïwan, etc. Un des traits communs, c'est que les pays en rattrapage ont pratiqué des politiques de fermeture de leurs frontières, mais naturellement ont recherché l'ouverture des frontières des autres, des politiques que je qualifierais de mercantiliste. C'est le principal point commun. Je remarque que chaque fois qu'une puissance a réussi à rattraper une autre, elle l'a fait en protégeant son marché intérieur. Il fallait donc qu'elle ait la taille suffisante pour le faire. Et c'était le cas de l'Allemagne vis-à-vis de l'Angleterre, ou de la France vis-à-vis de l'Angleterre, ou des États-Unis à la fin du 19e. Et évidemment, c'est le cas de la Chine aujourd'hui, mais ça ne serait pas le cas d'un pays africain pris isolément.
La troisième séquence à laquelle vous vous intéressez, c'est le premier XXe siècle, de 1920 à 1970 environ. C'est la période où les inégalités en interne se réduisent sous l'effet d'un repli des capitalistes sur leur territoire d'origine, sous l'effet des guerres mondiales. Est-ce qu'on peut dire que le mouvement protectionniste qui s'amorce aujourd'hui peut réactiver ce même genre de dynamique ? Oui, il est très important de bien comprendre pourquoi nous avons eu, entre 1920, en effet, 1970 ou 80, une très forte réduction des inégalités au sein des pays riches. C'est à cause, on a un peu oublié cette théorie de l'école de la régulation, c'est à cause du Fordisme. C'est avant tout parce que dans ces pays, après avoir légalisé politiquement la classe ouvrière, ça c'est Bismarck, on a cherché à l'intégrer économiquement. C'est la formule de Ford, j'augmente mes ouvriers pour qu'ils puissent acheter des voitures. Bon. Mais pour faire cela, il a fallu un certain repli sur soi, en effet, des économies. Sinon, elles étaient directement concurrencées par des producteurs dans les pays à bas salaire, et Ford ne pouvait pas tenir son raisonnement. Donc les deux raisons fondamentales de cette formidable réduction des inégalités, ça a été l'entrée de la classe ouvrière dans la consommation de masse dans le cadre d'économies relativement fermées. C'est ce que j'ai appelé la croissance social-démocrate autocentrée. Et les interventions de l'État ont certes été d'augmenter la fiscalité pour produire plus de biens publics, mais surtout de régler directement le partage de la valeur ajoutée pour qu'à la production de masse corresponde une consommation de masse. Et cette séquence, elle a donc pris fin dans les années 80 avec la globalisation telle que nous la connaissons depuis 40 ans. Absolument. Et à nouveau, on voit qu'un changement de régime est provoqué par un changement des règles internationales. En effet, progressivement, mais ça s'accélère à partir des années 80, ouverture des économies aux mouvements de capitaux, aux marchandises, mais pas aux hommes. C'est bien qu'on n'est pas dans une économie mondiale, il y a des frontières, il y a des territoires. Et cette phase de globalisation a réussi à favoriser l'émergence de la Chine, donc réduction des inégalités internationales, mais a engendré une augmentation des inégalités internes partout. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, L'inégalité du monde aux éditions Gallimard. Merci beaucoup.